Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors, aujourd'hui c'est les vacances, donc on va partir à l'aventure dans les terres lointaines de Tintagel avec un petit jeu qui s'appelle Carte Aventura et qui va me permettre de vous présenter le jeu narratif. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours aujourd'hui sur le jeu narratif, d'autant plus que c'est quelque chose qui est assez facile à expliquer, puisque le jeu narratif, ça va être un jeu qui va vous raconter une histoire et vous faire partir dans une aventure. Donc, brièvement, le jeu narratif, le principe, ça va être simplement qu'on va vous raconter une histoire, alors par différents moyens. Ça peut être avec un cahier que vous allez devoir lire au fur et à mesure, ça peut être avec des cartes que vous allez retourner et lire au fur et à mesure et qui vont vous raconter l'aventure. Ça peut être avec une application, comme par exemple le récent jeu Destinies, Voyage en Terre du Milieu, pour ceux qui connaissent, du Seigneur des Anneaux, il y a un peu plus longtemps. Bref, on va vous raconter une histoire et vous allez devoir faire des choix. Alors c'est un petit peu comme le principe des livres dont vous êtes le héros, pour ceux qui ont connu ça. Hein, c'était dans les années 80, il y avait ce type de livre, ça avait disparu, et puis là c'est revenu largement aujourd'hui, on en trouve énormément pour les jeunes. Donc il y a une histoire, et puis au cours de l'histoire, on va vous dire est-ce que vous voulez parler à tel personnage, combattre tel autre, ramasser tel objet, et en fonction de vos choix, vous allez orienter l'aventure vers tel ou tel objectif pour arriver à résoudre ce qu'on vous demande et gagner le jeu. Voilà, donc il en existe avec différents mécanismes, avec différents matériels. Et ici vient de sortir donc ce petit jeu très simple, puisqu'il est dans une petite boîte. Il vaut entre 10 et 12 €. Alors il y en a deux qui sont sortis il y a donc 2 jours, qui s'appellent Lhasa et Vinland. Et puis il y en a un petit promotionnel qui permet de découvrir un petit peu le jeu avec moins de cartes, parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a beaucoup plus dans les boîtes commercialisées. Et celui-ci s'appelle Tintagel. Voilà, donc on vous dit c'est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les 2 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Donc en plus, c'est quelque chose qui est rejouable. Hein. Si on choisit des choses différentes, alors dans celui-ci, il n'y a que 2 dénouements possibles. Dans les boîtes, je crois qu'il y en a 5. Donc on peut y rejouer plusieurs fois. Alors le côté attractif particulier de ce nouveau jeu, c'est qu'il vous promet de ne pas avoir à lire de règles du jeu. Ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant pour un débutant en jeu de société moderne, parce que vous avez remarqué que dans les jeux de société moderne, il y a beaucoup de jeux avec des règles quand même assez lourdes à lire, difficiles à comprendre quand on n'a pas l'habitude, quand on ne connaît pas bien les mécanismes. Donc ici, plus de règles. On vous dit, on retourne la première carte et tout va vous être expliqué au fur et à mesure. Donc c'est la promesse de ce jeu. Et je ne le connais pas du tout. Hein. J'ai commandé les 2 boîtes, Lhasa et Vinland, je ne les ai pas encore. J'ai uniquement réussi à me procurer ce petit scénario. Donc je vais le découvrir avec vous et on va voir ensemble justement si cette promesse de ne pas avoir de règles à lire et de comprendre très facilement le déroulement du jeu va se révéler efficace. Alors, je vous le présente rapidement. Donc c'est un petit jeu, alors on dit pour 1 à 6 joueurs. 6 ça me paraît peut-être beaucoup parce que c'est difficile d'intervenir à 6 autour d'un jeu de ce type. Mais bon, on vous dit de 1 à 6, en tout cas c'est jouable en solo, bien sûr. C'est un jeu de Thomas Dupont et Arnaud Ladanius. Et il est illustré par Clara Lang, Thaïs Boss et Jeanne Landard. Et il est édité chez Blam. Voilà, donc on va tout de suite commencer à le découvrir ensemble. Donc je n'ai absolument pas regardé auparavant. On va voir ça au fur et à mesure. Alors j'espère que j'aurai assez de place dans mon cadre parce qu'on va devoir étaler au fur et à mesure des cartes autour de celle-ci. Et c'est parti, on commence ensemble. Alors, vous venez de dévoiler votre première carte immédiat. Vous devez la lire et la résoudre complètement. Donc elle a un petit éclair. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous,
Retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes. Alors, lire les règles du jeu, piocher la carte 2 ou débuter l'aventure. Si vous connaissez déjà les règles, piochez la carte 3. Donc déjà, il y a quelques règles. Alors, on va commencer par les regarder et je remets bien ça dessus pour ne pas voir la suite de l'aventure. Donc, vous voyez que les règles du jeu, elles sont quand même assez courtes. Alors, vous venez de dévoiler votre première carte objet avec une petite main. Placez-la devant un des joueurs. Les objets peuvent être utiles tout au long de la partie. Attention, les cartes sont recto-verso. Au recto, le numéro se trouve dans un cercle de couleur. Au verso, le numéro se trouve dans un carré noir. Ne retournez jamais une carte sur son verso si cela n'est pas indiqué par le jeu. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte 3. Rappel, lorsque vous piochez une carte immédiate avec un éclair, vous devez la résoudre immédiatement et entièrement avant de faire autre chose. Si rien n'indique de défausser une carte éclair, laissez-la sur la table à sa place. Précision, si vous devez remplacer une carte, défaussez celle-ci et posez la nouvelle au même emplacement. Alors, vous venez de piocher votre première carte plan. Donc, vous avez donc des cartes éclairs immédiats, des cartes objets avec une main et maintenant des cartes plan. Posez-la au centre de la table. Piochez et lisez les cartes dont les numéros figurent autour de la rose des vents. Donc, je suppose qu'on le verra mieux quand on aura pioché un plan. Et placez-les autour de la carte plan aux emplacements indiqués par la rose des vents. Plusieurs actions soleil sont désormais disponibles. Je ne sais pas si c'est un soleil ou une roue. Ensemble, les joueurs choisissent une action parmi celles disponibles et suivent ces instructions scrupuleusement. Une fois résolu, choisissez une nouvelle action visible. Vous connaissez maintenant les 4 types de cartes, donc cette espèce de roue qui veut dire action, le plan, l'éclair et la main. Le symbole clé ne sera utile que lors du rangement du jeu. Précision, si une instruction indique de retourner une carte plan, n'enlevez pas les cartes précédemment placées autour de celle-ci. Bon, c'est assez clair, il n'y a pas grand-chose, donc on va commencer notre première carte qui est la carte 3. Bretagne, en 487 après Jésus-Christ. Vous êtes Arthur, fils du roi Uther Pendragon, qui vous convoque souffrant à son chevet. Alors que mes forces m'abandonnent, je dois te révéler le grand secret des rois, la légende, celle que tu inspireras et qui sera répétée et amplifiée. Le monde n'est que tourment et le peuple a besoin de récits de gloire. Avant ton couronnement prochain, arpente notre royaume, prends armes et bagages et fais-toi accompagner du fidèle moine Lucius, mon scribe. Il sera témoin de tes hauts faits et les magnifiera pour la postérité. Va, mon fils, et puisse ta légende se nourrir de ta foi, ta ruse et ta bravoure. Vous vous équipez, scellez votre cheval et quittez le château familial en compagnie de Lucius. Si les qualités d'Uther lui ont inspiré de fabuleux récits, il ne cache pas qu'il doute de votre renommée. C'est sûr, le moine n'écrira rien d'élogieux si vous déméritez à ses yeux. Vous avez 1 point d'estime de Lucius. Piochez la carte 4 et placez-la devant vous de façon à avoir le 1 en haut. Retournez cette carte 3. Alors, je vais faire dans l'ordre qu'ils disent. Donc, piochez la carte 4. Placez-la devant vous de façon à avoir le 1 en haut. Et retournez cette carte. Dès les premiers jours de voyage, vous êtes déjà fatigué des plaintes du vieux Lucius qui regrette amèrement la grande cheminée du château. Alors que le jour décline, vous rejoignez l'auberge d'un village aux confins du royaume. Dissimulant votre identité, vous tendez l'oreille pour glaner nouvelles et rumeurs de la région. Vous apprenez qu'un petit campement avancé de Saxons, vos ennemis héréditaires, aurait été aperçu dans les forêts du Nord. On critique l'inaction d'Acolon, le seigneur local, qui ne sait qu'imposer ses taxes exorbitantes. Vassal de votre père, il serait sans doute bon de s'assurer de sa loyauté. D'autres relaient les prédictions de Myrdine, un barde devin, qui aurait annoncé une calamité imminente. Vous laissez la nuit porter ses conseils et au matin, vous décidez de la route à suivre. Piochez la carte 5 et posez-la au centre de la table. Alors, piochez la carte 5 et posez-la au centre de la table. Donc, je vais enlever
les autres cartes. Je vais les mettre là pour l'instant. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Défaussez cette carte 3. Donc oui, je n'étais pas censée détourner la 2 tout à l'heure, mais c'est ce qu'il nous expliquait à propos du plan. Donc j'ai ici une carte plan. Donc il y a une rose des vents avec des numéros 6, 7, 8. Ça veut dire que donc je vais devoir mettre la carte 6, 8 et 7 des trois côtés de mon plan. Donc je défausse la carte 3. On me dit défausser cette carte 3. Donc je rajoute ici la carte 6, la carte 7 et la carte 8. Voilà. Et là, je vais désormais donc pouvoir choisir l'action, je suppose, que je vais pouvoir faire. Alors, on a 3 cartes différentes. On a se présenter, alors sur celle-ci, je vais vous montrer de plus près, se présenter comme le fils du terre, piochez la carte 9, ou se présenter anonymement, perdez un point et retournez un point de prestige, ça s'appelait de, attendez, un point d'estime. Voilà, on avait un point d'estime de Lucius et c'est ce qui est matérialisé, oui je comprends, par ici, voilà. J'avais pas pris le temps de regarder cette carte, donc ça c'est l'estime de Lucius, donc on a un point d'estime et je présume que à chaque fois qu'on va soit en gagner, soit en perdre, on va retourner la carte de façon à ce que le chiffre actuel soit en haut. Donc pour l'instant j'ai un point. Donc je reprends ma carte 6, excusez-moi. Donc si je me présente anonymement, je perds un point d'estime et je dois retourner la carte 6. Ensuite ici on peut attaquer le camp saxon ou bien on peut choisir de rendre visite au devin. Alors on va peut-être se présenter déjà comme le fils du terre, je dirais, et on va piocher la carte 9 donc. À l'annonce de votre nom et de votre titre, vous êtes reçu par le seigneur Apollon qui vous ouvre sa table. Vous savourez sa compagnie et celle de Morgane, sa jeune courtisane. Le seul prix à payer est de l'entendre se plaindre de la dîme royale qui étrangle les petits seigneurs. Lucius ne participe pas aux agapes. Quand vous le trouvez enfin, il vous sermonne. « Honte sur vous, jeune Arthur, votre oisiveté est une injure à votre nom. De plus, elle vous compromet avec un bien piètre seigneur. Votre père m'a confié la lourde tâche de déceler en vous l'héritage de sa grandeur et je n'en vois à ce jour pas la moindre trace. » Face à ces dures paroles, vous pouvez faire amende honorable, demander pardon et quitter immédiatement ce château, ou rappeler Lucius quand vous serez bientôt à Lucius que vous serez bientôt son seigneur et maître et qu'il vous doit obéissance, respect et gratitude. Donc, soit vous demandez pardon, soit vous rappelez votre autorité. Alors, je vais rappeler mon autorité parce que je suis quand même un seigneur. Donc, je vais retourner cette carte 9. Vous faites preuve d'autorité devant le vieil homme, allant jusqu'à le menacer s'il ne vous fait pas immédiatement allégeance. Il vous dévisage froidement, puis arbore un énigmatique sourire. Bien, si telle est la volonté du jeune damoiseau, j'aurais sans doute dû rester au chevet de votre père pour y recueillir ses dernières paroles. Elles valent bien plus que l'arrogance et la fatuité de sa progéniture. Vous pouvez aboyer votre légitimité, je ne vous en accorderai pas plus pour autant. Et il y a sans doute dans ce château des choses plus importantes à découvrir que le fond des verres que vous videz. Laissant le vieil homme à son fiel, c'est avec un sentiment de colère mêlé de remords que vous rejoignez vos hôtes. Vous préférez ne plus y penser et décidez de noyer vos doutes dans la coupe de vin que la belle Morgane vous tend dans un sourire enjôleur. Vous perdez un point d'estime et vous défaussez la carte 6. Et vous défaussez également la carte 9. Donc je défausse la 6, je défausse la 9 et je perds malheureusement un point d'estime. Donc je me retrouve à 0. Alors, attaquer le camp saxon ou rendre visite au devin. Ben, on va rendre visite au devin d'abord. Alors, donc, piocher la 10. Vous trouvez le dénommé Myrdine entouré de cages à oiseaux reclus dans une cabane à l'orée de la forêt. Vous vous présentez et lui demandez des précisions sur la calamité qu'il prophétise.
Ce monde, jeune Arthur, est source de nombreuses calamités. Pas besoin d'être grand devin pour annoncer qu'une prochaine viendra bientôt. Et si contre toute attente les temps sont cléments, on me félicitera d'avoir contré les calamités avec mes enchantements. Par contre, j'avais lu ta venue dans les augures, je suis disposé à te confier ce que j'ai vu de ton destin. Mais pas devant l'homme qui t'accompagne. Il ne croit pas au monde magique. À ces mots, Lucius confirme qu'il ne prête aucune foi à cet extravagant illuminé. Il vous conjure de ne pas vous déshonorer avec ces diableries et serait très reconnaissant si vous décidiez de passer votre chemin. Alors, soit on peut écouter Myrdhinn et prier Lucius d'attendre, ou alors on peut écouter Lucius et passer son chemin. Je vais écouter Myrdhinn, bien sûr, donc je dois retourner la carte 8 et défausser cette carte 10. Alors, je retourne la 8. Une fois seul, Myrdhinn vous confie. Les hommes comme Lucius ont besoin d'artifices pour voir la magie de ce monde. Uther, ton père, m'a un jour demandé de l'aider à enchanter sa rencontre avec ta mère. Il m'a fait prévenir de ta venue, et une fois encore nous allons donner aux incrédules un enchantement dont les temps se souviendront. Rends-toi au lieu dit de Tintagel. Tu y trouveras, non loin, un rocher de granit avec une fissure dans laquelle ton père m'a demandé d'enfoncer une épée de belle facture. Avec cette petite clé, tu actionneras le mécanisme dissimulé dans la tête du pommeau. Il permet de rentrer un picot à la pointe de l'épée qui l'empêche de ressortir. Va, la légende de l'épée du rocher t'attend. Vous quittez l'ermite avec une petite clé dont vous vous doutez qu'elle puisse réellement ouvrir les voies de la renommée. Alors, donc une petite clé, donc je suppose qu'on doit la mettre devant soi. Petit rappel aux règles. Alors, c'était ici, donc quand on a un objet, on le place devant un des joueurs. Voilà, donc ici, j'ai la clé de Myrdhinn et je peux continuer l'aventure. Donc, je peux, par exemple, attaquer le camp, enfin, par exemple, c'est la seule chose qui me reste à faire. Je vais attaquer le camp saxon en retournant la carte 7. Alors, si j'ai Lancelot, je pioche la carte 13, mais je n'ai pas Lancelot. Sinon, avançant prudemment à l'abri des frondaisons, vous découvrez une quinzaine d'hommes aux armoiries saxonnes regroupés autour d'un feu. Vous demandez à Lucius de rester en retrait alors que vous tirez votre épée en direction de l'ennemi. Vous arrivez à surprendre et éliminer les premiers, mais vous êtes ensuite débordé et les coups pleuvent de toutes parts. Vous mettez un genou à terre quand la sonnerie d'un corps retentit. Les quelques hommes qui vous entourent hésitent, puis décident de s'enfuir à l'annonce de vos renforts. Lucius est heureux que son artifice vous ait sauvé d'une cuisante défaite, même s'il déplore que vous ayez confondu naïvement courage et témérité. Un peu penaud, vous traversez la forêt et approchez du village de Tintagel. Un monastère surplombe la vallée, mais on vous déconseille l'approche car une épidémie ravage ses occupants. Vous perdez un point d'estime et vous remplacez cette carte par la 14. Alors, je perds un point d'estime. Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas en avoir moins? Alors, ben là, je suis un petit peu bloquée parce que je ne peux pas faire -1. Donc, je présume que je reste sur 0. Je ne descends pas plus bas. Et effectivement, l'estime... Et on me dit que vous ne pouvez pas choisir d'action qui vous descendrait à -0. Donc, mais bon, celle-ci ne me disait pas que j'allais perdre un point d'estime, contrairement à l'autre de tout à l'heure. Donc, je présume que j'avais le droit de la prendre malgré tout. Bon, je présume que je continue même si je suis à 0. Donc, je remplace cette carte par la 14. Donc, la 14. Pour l'instant, on n'est pas bon du tout. Alors, la 14 est une nouvelle carte plan. Donc, je suppose, je vais la mettre par-dessus pour le moment, on verra. Alors, je dois mettre autour la carte 15 et la carte 16. 15 et 16. Alors, j'espère que je vais gagner des points d'estime parce que là... ça va être compliqué. Donc, soit je rentre dans le monastère, soit je me rends à Tintagel. On va essayer d'aller à Tintagel d'abord. Donc, je retourne cette carte. Vous arrivez au village de Tintagel en pleine effervescence.
Des bandits qui sévissent dans la région viennent de voler la plupart des chevaux. Les traces sont encore fraîches et les hommes du village s'apprêtent à s'élancer à leur poursuite. Avec vos armes et montures, vous pourriez leur être d'une aide précieuse. Mais au même moment, un marchand apeuré par la menace des bandits vous demande de l'escorter vers un endroit où se trouverait une épée légendaire plantée dans un rocher. Lucius vous rappelle que la vertu première d'un chevalier est de porter assistance quand la situation l'exige. Alors, soit on aide les villageois à retrouver les chevaux, ou alors on escorte l'homme vers l'épée du rocher, mais pour ça, on doit perdre un point d'estime, donc je n'ai pas le droit de le faire pour l'instant, puisque je n'en ai pas. Donc je vais aider les villageois à retrouver les chevaux en espérant récupérer des points d'estime en même temps. Donc je vais piocher la carte 17 et défausser la 16. Alors la 17... Vous prenez la tête de l'expédition à la poursuite des voleurs, suivant leurs traces qui s'enfoncent dans la forêt. Mauvais choix pour une évasion car leur progression a été freinée par l'épaisseur des sous-bois. Vous les rattrapez dans une vaste clairière où ils semblent convaincus de venir à bout des quelques villageois à leur trousse. C'est sans compter sur votre présence. Vous menez l'assaut avec force et bravoure et venez rapidement à bout des voleurs. Les survivants vous avouent que leur repère se trouve dans le monastère de Tintagel, qu'ils ont mis sous leur coupe. Les villageois, maintenant tout à votre cause, sont prêts à vous y accompagner pour reprendre la bâtisse des mains de ces brigands. Alors, vous gagnez un point d'estime. On remplace la 15 par la 20, ici, et on défausse cette carte. Donc, je remplace la carte 15 par la carte 20. Étonnant, parce qu'on ne l'a pas encore retournée, la 15. D'accord, on va faire ce qu'ils nous disent. Donc ça veut dire que suivant ce qu'on a fait avant, on ne va pas trouver forcément la même chose dans le monastère. Voilà, vous voyez, a priori, la 15 et la 20, c'est la même, vue de devant. Par contre, à l'intérieur, on n'a certainement pas la même chose. Alors, la carte 20, donc retournez la carte 20. Aidez des hommes qui constituent maintenant votre suite, vous transformez un tronc massif en solide bélier et enfoncez les portes du monastère. Ce que vous y découvrez n'est que traîtrise et vilainie. Des brigands ont transformé le lieu béni en sombre repère de leur rapine, tuant les moines, souillant le sanctuaire. Vous découvrez des étendards et pourpoints de soldats saxons, les voleurs poussant leur manigance à se travestir en ennemis pour masquer leur vraie nature. Vous n'avez aucune pitié pour ces assassins et vous les éliminez jusqu'au dernier. Lucius, à vos côtés, se réjouit que vous ayez libéré ce lieu sacré. Piochez 21 et défaussez cette carte. Si vous avez 3 points d'estime, piochez la carte 22. On en est loin, donc. Sinon, vous êtes rappelé au chevet de votre père, mourant. Votre périple ne vous a pas conféré la gloire espérée, et Lucius semble en être désolé pour la renommée de votre famille. Une fois passées les funérailles de votre illustre père, vous êtes couronné sans ferveur particulière. Il vous faudra maintenant tenter d'incarner plus honorablement votre histoire à venir. Puisse la destinée parfois morne et cruelle vous accorder de nouvelles opportunités d'écrire l'histoire du roi Arthur. Retournez 4, l'estime de Lucius. Alors, retournez 4. Vous n'avez pas atteint un des 2 dénouements victorieux de cette aventure. N'hésitez pas à recommencer et faire d'autres choix. Et on vous explique après comment ranger le jeu pour pouvoir le recommencer. Alors, ça a été bien court. J'ai pas tout compris pourquoi on avait été aussi mauvais. Donc, je vous propose qu'on recommence encore une fois. Alors, c'est parti pour une deuxième tentative. Donc, ça c'est bon. Alors... on a les règles du jeu, pas besoin de les relire. Ma première carte objet, on a déjà vu ce qu'on devait faire avec. Et les plans, c'est bon. Et donc, je pioche directement la carte 3. Donc, je ne vous relis pas l'histoire de Uther et d'Arthur. Puisque je vous rappelle qu'on est donc Arthur. Et qu'on va devoir sortir, je suppose, l'épée de l'enclume. C'est le but de notre jeu, d'après ce qu'on a pu comprendre dans ce qu'on a déjà vu. Donc, j'ai un point d'estime de Lucius. Je pioche la carte 4 et je la place devant moi. Voilà. Et on retourne la carte 3. Et nous partons donc. Je dois piocher la carte 5.
ainsi que tout ce qui va autour, la 6, la 7 et la 8. Voilà. Je défausse celle-ci et c'est parti. Donc, on va peut-être pas choisir la même chose. Alors, bon, ça me paraît malgré tout, mais mieux de se présenter comme le fils du terre. Je vais quand même reprendre ça. Donc, par contre, je vais essayer de demander pardon à Lucius cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Donc, je vous rappelle que Lucius n'était pas content de mon attitude, de mon oisiveté. Donc, on va demander pardon. On va piocher la carte 11, défausser la 6 et défausser la 9. Donc, je pioche la carte 11. Alors que vous quittez le château d'Acolon, un homme d'allure misérable se présente à vous. Il dit être chevalier sans terre et fils d'orphelin d'un roi maudit. Il vous suit depuis l'auberge car il croit avoir reconnu en vous les traits de votre père. Si vous êtes bel et bien fils du terre Pendragon, il est prêt à mettre dès aujourd'hui son épée au service de son futur roi pour bouter les Saxons hors du royaume. Lucius vous tire à part et vous met en garde. Si cet homme est un espion saxon venant du campement voisin et que vous lui avouez votre lignée, il ne manquera pas de nous assassiner à la première occasion. Il vous implore de suivre son sage conseil. Alors, est-ce qu'on accepte la compagnie et on retourne la carte ou alors est-ce qu'on refuse la compagnie? Et dans ce cas-là, on gagne 1 point d'estime. Alors, il se pourrait bien que ce soit le fameux Lancelot qu'on n'a pas eu tout à l'heure et qui nous a, à mon avis, été la cause de notre perte, puisqu'on ne l'avait pas au bon moment dans l'aventure. J'ai envie d'accepter la compagnie, on va bien voir. Donc, j'accepte la compagnie et je retourne la carte 11. Et voilà, il s'agit de Lancelot. Bien vu. Vous acceptez la compagnie de cet étrange chevalier à la drôle de mine. Il dit s'être appelé Galahad, fils du roi maudit Ban de Benoïc. Il demande maintenant à ce qu'on l'appelle Lancelot, servant du futur roi Arthur. Voilà, donc on a Lancelot, il y a une petite main, c'est un objet entre guillemets, sur une acquisition. Donc je le mets ici avec mon jeu. Et désormais, donc je dispose de Lancelot, donc ça va peut-être mieux se passer cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si on va voir le devin d'abord ou si on attaque le camp saxon. On pourrait peut-être attaquer le camp. On va rendre visite au devin d'abord. Donc, je pioche la carte 10. Donc, le devin, vous vous souvenez, nous proposait de l'écouter, d'écouter ses augures. Et donc, soit on l'écoute et on prie Lucius d'attendre, soit on écoute Lucius et on passe notre chemin. Je vais écouter à nouveau Myrdine et retourner la carte 8 et défausser donc la 10. Et là, on trouve, vous vous souvenez, la clé de Myrdine qui nous est très importante. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer le camp saxon. Donc, je retourne la carte. Et si vous avez Lancelot, piochez la carte 13. Donc, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, je pioche la 13. Alors que vous réfléchissez à la meilleure façon d'attaquer le campement, Lancelot vous devance et se rue sans attendre sur les Saxons. Vous êtes aussi surpris que vos ennemis qu'il commence à tailler en pièces. Vous le rejoignez dans la mêlée et, rivalisant de vigueur, vous défaites le campement sans grande difficulté. Auréolé de cette fulgurante victoire, vous rejoignez l'auberge voisine où Lancelot relate votre bravoure devant une grande tablée enthousiaste. Cette victoire vous ouvre les terres du Nord et le village de Tintagel. On y trouve également un monastère, mais personne n'est autorisé à y entrer en raison d'une terrible épidémie qui le frappe. Remplacez la carte 7 par la carte 14 et retournez cette carte 13. Alors, je remplace la carte 7 par la carte 14. Voilà. Oui, en fait, il fallait conserver l'autre. Vous voyez, ça va même ensemble, ça se joint et ça forme un grand paysage. Donc, c'était voulu, on devait garder les deux. Et on va mettre la 15 et la 16. Alors, du coup, je vais descendre un peu parce que sinon, je ne vais pas avoir la place.
Donc, je vais retourner ma carte 13, mais je vais quand même remettre avant la 15 et la 16. Voilà. J'espère que vous voyez bien tout. Normalement, c'est bon. Et je retourne la carte 13. Légende de la table ronde. Quand Arthur fut prévenu de la présence des Saxons aux portes du royaume, il s'y rendit sans attendre. N'écoutant que son courage, il se rua sur l'armée ennemie, entraînant le chevalier Lancelot à sa suite. À 1 contre 100, ils bataillèrent du point du jour jusqu'aux dernières lueurs du soir, taillant en pièces l'ennemi saisi d'effroi. La victoire fut dignement célébrée autour d'une grande table où tous les chevaliers de la région reconnurent en Arthur l'étoffe d'un prestigieux combattant. Arthur donna à cette assemblée le nom de chevalier de la table ronde. Gagné 2 points d'estime. Ça va vraiment beaucoup mieux que la première fois. Voilà. Je suppose que... non, je garde ça. Je garde ça également. C'est un objet. Voilà. Et j'ai donc mes cartes 15 et 16. Donc maintenant, je vais devoir faire une action. Donc soit je me rends à Tintagel, soit j'entre dans le monastère. Vous vous souvenez que quand on était allé à Tintagel, d'abord, on avait changé la carte du monastère. Donc je pense qu'on va faire pareil. Donc, alors c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'aventure, il y a des choses qu'on sait déjà. Donc ça peut favoriser, aider pour la suite. Mais bon, je trouve quand même que l'aventure se déroule différemment et que c'est pas lassant d'y rejouer une deuxième fois quand on a perdu la première pour essayer de gagner la deuxième. Je trouve que c'est assez bien fait parce qu'on n'est pas... il y a certains jeux où quand on doit refaire, c'est très vite rébarbatif. Là, je trouve que c'est sympathique, ça passe bien. Donc, je me rends à Tintagel et je retourne la carte. Donc, j'arrive au village. Vous vous souvenez, il y avait des bandits. Donc, est-ce qu'on va aider les villageois à retrouver les chevaux? Ou est-ce qu'on escorte l'homme vers l'épée du rocher? Alors, puisque j'ai déjà 3 points d'estime, oui, bah, je vais choisir d'escorter l'homme vers l'épée du rocher cette fois-ci, puisque c'était quand même notre objectif, c'est de retrouver cette épée. Donc, je vais perdre 1 point d'estime et je retourne la carte 14. Et je défausse cette carte. Alors, je perds 1 point d'estime, mais c'est pas grave, j'en ai beaucoup. Et je retourne la carte 14. Donc, voilà. Et vous voyez que sur l'envers de la carte 14, ici, j'ai un 18. Ici, j'avais 15 et 16. Donc, maintenant, j'ai une carte 18. Je vais pouvoir ajouter la carte 18. Vous escortez le marchand le long des rives du Grand Lac. Des campements et étals ont été installés autour d'un imposant rocher dans lequel une magnifique épée est plantée. La légende naissante dit que c'est la dame du lac qui a déposé ici l'épée que l'on nomme déjà Calibourne, la dure en taille. Celui qui arrivera à la libérer du rocher aura la gloire des rois. Alors Calibourne, ça doit être la traduction française de Excalibur, je présume. C'est un peu étrange, mais probablement qu'elle avait ce nom-là dans la légende des chevaliers de la table ronde en français. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, venant de tous les environs, nombreux sont ceux qui ici essaient sans succès. À chaque nouvelle tentative, vous sentez l'espoir animer l'assemblée, tant elle a soif de merveilleux. Vous vous présentez à votre tour devant l'épée. Retournez cette carte. Voilà l'épée. Alors, je la mets là et alors je ne sais pas trop où la mettre du coup parce que la 18 était ici. Ah oui, pardon, on m'a dit de mettre la 19 à gauche, donc c'est bon. Je mets la 19 à gauche. Alors, si vous avez la clé de Myrdine que j'ai ici, discrètement, vous introduisez la petite clé dans l'orifice du pommeau. La lame libérée, vous la retirez solennellement et la brandissez haut dans le ciel. L'assemblée est saisie d'admiration. Certains mettent un genou à terre et apprenant votre lignée, tous vous acclament comme leur grand roi. Lucius lui-même semble stupéfait, alors qu'une poignée d'hommes d'armes constitue votre nouvelle escorte. Remplacez 15 par 20. Ah, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, vous vous souvenez? Remplacez 15 par 20 et retournez cette carte 19. Alors, je vais déjà remplacer 15.
et retournez la 19. Alors, légende de Calibourne. Arthur se rendit en un lieu reculé au bord du lac de Tintagel. Là se dressait un large rocher où la dame du lac avait planté l'épée magique de Calibourne. Symbole de gloire et de puissance, seul le chevalier au cœur le plus pur serait capable de l'en retirer. Nobles et manants, tous s'y essayèrent, mais nul n'était assez vertueux pour accomplir le miracle. Arthur se présenta devant l'épée et la retira promptement et sans le moindre effort. La dressant au-dessus de sa tête, les cieux s'ouvrirent alors d'un soleil glorieux. Grande fut sa renommée qui se propagea dans tous les royaumes, et plus grande encore fut la crainte d'affronter Calibourne, l'épée magique tirée du rocher. Gagner 2 points d'estime. Donc on en est à 3 maximum, c'est parfait. Je vais garder ça également. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à entrer au monastère. Donc je retourne la carte. À l'idée, aidez des hommes qui constituent maintenant votre suite, vous transformez un tronc massif en solide bélier et enfoncez les portes du monastère. Ce que vous découvrez n'est que traîtrise et vilenie. Vous vous souvenez, ils avaient saccagé le monastère. Donc vous piochez la carte 21 et défaussez cette carte. Si vous avez le secret de Lucius, piochez la carte 24 et défaussez cette carte. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le secret de Lucius. Non. Donc sinon, une fois le calme retrouvé dans le monastère, vous surprenez Lucius dans la crypte, détaillant et inventoriant les reliques. Quand vous le questionnez sur sa démarche, il vous dit juste vouloir faire un constat précis des vols et dégradations des brigands. Son ton peu assuré et son regard fuyant trahissent assurément une autre raison qu'il dissimule. Un agacement, une déception de ne pas trouver ce qu'il cherchait vraiment. Vous ne l'importunez pas plus sans percer l'énigme du vieil homme. Vous gagnez 1 point d'estime et vous retournez cette carte. Alors, on ne sait pas quel est le secret de Lucius. Ça, on ne l'a pas trouvé. Donc, vous voyez, il y a encore d'autres opportunités. C'est pourtant qu'un tout petit jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il y a encore des choses qu'on n'a pas découvertes dans celui-ci. Donc, je retourne à la carte 21. Si vous avez 3 points d'estime, piochez la 22 et défaussez cette carte. Donc, ça, c'est bon. On les a. Donc, je pioche la carte 22. Et je pense qu'on n'est pas loin du dénouement. Alors, piochez la carte 22. Le monastère, une fois nettoyé du passage infamant des brigands, s'avère être un endroit d'exception. L'épaisseur des fortifications, sa position élevée au-dessus du lac, le nombre et la taille des dépendances en font un édifice bien plus noble et prestigieux que votre petit château familial. Vous décidez qu'une fois roi, vous redonnerez à cet endroit la force de ses origines et en ferez votre domaine. La grande salle de cérémonie pourra d'ailleurs accueillir aisément l'ensemble de vos chevaliers. Quant aux nombreuses chambres, vous espérez qu'elles se remplissent d'une belle descendance, enfants d'Arthur Pendragon, qui pourront à leur tour prolonger la légende. Si vous avez la légende de la table ronde et la légende de Calibourne, retournez cette carte. Sinon, piochez 23. Donc, on a bien les deux. La légende de la table ronde et la légende de Calibourne. Donc, je retourne la carte. Et j'ai maintenant la légende de Camelot. Arthur se présenta au monastère de Tintagel, frappé d'une terrible malédiction. Il ne fut pas long à voir là l'œuvre du malin. À la tête de ses valeureux chevaliers de la table ronde, il en força les portes et y découvrit la diabolique vérité. Une cohorte de démons avait investi les lieux, massacrant les moines, remplaçant foi et ferveur par péché et turpitude. Sa colère fut à la hauteur du sacrilège. Brandissant sa légendaire épée Calibourne, il extermina sans pitié les créatures maudites, se faisant le bras armé de la punition divine. Il décida que ce lieu serait le nouvel écrin de sa dévotion au Tout-Puissant. L'ancienne fortification surplombant de sa splendeur les eaux profondes du lac de Tintagel devint le château de toutes les vertus, et son ancien nom romain de Camulodunum se transforma bientôt en Camelot, forteresse étincelante du prestigieux roi Arthur. Piochez la carte 23. Et je pense qu'on va arriver bientôt au dénouement. Vous retournez au chevet de votre père, auréolé des récits élogieux de Lucius à votre endroit. Entre 2 accès de douleur, Uther ne peut s'empêcher de verser des larmes de joie et de fierté.
Son fils ayant forgé la continuité de la légende familiale, il peut maintenant partir en paix. Après avoir dignement célébré ses funérailles et honoré sa mémoire, vous êtes couronné roi Arthur de Bretagne. Informé de vos hauts faits, une foule enthousiaste vient saluer la pose de la couronne sur votre tête des mains d'un Lucius ému et admirateur. Après des jours et des nuits de réjouissance, tous retournent chez eux, propageant votre gloire et renommée naissante aux quatre coins du royaume. Retournez cette carte. Un roi de légende. Quels que soient maintenant vos choix et décisions, les graines de la légende ont été semées. Les mots de Lucius vont maintenant se transmettre, se réécrire, des moines en copistes, de bardes en pages, nombreux seront ceux qui transmettront votre histoire, qui raconteront votre légende. Peut-être la transformeront-ils, peut-être y porteront-ils d'autres faits, d'autres mystères, mais une chose est sûre, on parlera du roi Arthur et de ses hauts faits à travers les âges et votre quête est déjà accomplie. Gloire à Arthur. Piochez 25. Et 25, c'est celle-ci. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Voilà, donc on vous dit qu'il existe 2 dénouements différents. Donc on en a fait un, mais il en existe aussi un autre. Et un scénario, et on vous dit qu'un scénario complet, donc les 2 boîtes qui sont sorties, Lhasa et Vinland, comporte 70 cartes et 5 dénouements différents. Vous voyez déjà rien que là, on a quand même plusieurs choix possibles et il y a 2 dénouements. On va pas faire le deuxième aujourd'hui. Si vous avez un jour accès à ce petit paquet promotionnel, vous pourrez essayer de faire le deuxième. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Je trouve que c'est très intéressant. Les illustrations sont très jolies. C'est bien écrit aussi. Parce qu'on a certains jeux narratifs où souvent, alors c'est des jeux qui sont parfois en anglais à l'origine et qui sont traduits de façon pas très très élégante, donc ça donne des choses un peu difficiles à lire. Là, je trouve que c'est bien écrit, c'est assez profond, c'est un bon petit jeu. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a 2 boîtes qui sont sorties il y a 2 jours, qui s'appellent Lhasa. Alors Lhasa, c'est une aventure qui se passe au Tibet, sur les traces de l'exploratrice Alexandra David-Néel, donc qui est basée sur une histoire vraie. Et puis Vinland, qui lui se passe chez les Vikings, sur les traces de l'explorateur Éric le Rouge également. Voilà, et puis il y aura une 3e boîte qui va sortir, je crois, à l'automne. Et qui s'appellera Oklahoma, donc qui se passera cette fois-ci aux États-Unis. Donc, puis on aura probablement d'autres à la suite si ça marche bien. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon petit jeu. Ça se déroule effectivement facilement sans avoir de règles du jeu. Là, si vous achetez les boîtes, il n'y aura pas plus de complications. Hein, donc, vous savez déjà jouer. Vous savez déjà qu'il y a des cartes plans, des cartes objets, des cartes éclairs. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est bien sympathique. Ça passe un bon petit moment. Un petit peu plus long avec les boîtes parce que il y a plus de cartes. Beaucoup plus de cartes. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et ce petit jeu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.